Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Web TV. Cette semaine, la Web TV est en vacances et donc c'est moi qui prends le flambeau pour quand même continuer à vous fournir du contenu. Et donc j'ai décidé de vous parler de mobilité internationale et plus précisément du programme MICEFA proposé par l'IAE. Donc c'est une vidéo qui peut intéresser déjà ceux qui font une licence management international puisque dans votre cursus vous avez l'obligation, plutôt la grande opportunité de faire un semestre à l'étranger, mais aussi parce qu'il n'est jamais trop tard, si vous êtes en master et que vous envisagez un DU à l'international, la MICEFA est aussi possible pour vous. Moi, je vais parler précisément de ce programme-là parce que c'est celui que j'ai fait. Je suis partie au Fall Semester de 2023, donc de août à décembre, avec le programme MICEFA grâce à l'IAE. Et je suis allée dans l'American University de Washington DC, donc la capitale des États-Unis. Je donnerai plus de détails plus tard, mais voilà, c'était pour un peu cadrer. Donc, le programme MICEFA, déjà, il faut s'y prendre à l'avance. C'est très important parce que c'est très lourd en termes administratifs et surtout les délais américains sont différents des délais français et eux ils font vraiment les choses très à l'avance. Donc je sais que moi je suis arrivée en licence en L2 et c'est-à-dire que j'ai dû rendre mon dossier MICEFA en octobre de la L2, donc je suis arrivée en septembre, j'ai dû le rendre en octobre pour pouvoir partir en août 2023. Donc quasiment un an avant, il fallait que mon premier dossier soit prêt. Vous allez voir qu'il y a plusieurs dossiers successifs. Prenez-vous à l'avance. Je voulais aussi vous dire que c'est un processus un peu effrayant parce que voilà, beaucoup de choses à faire, passer le TOEFL, et c'est également un processus coûteux parce qu'il y a des frais de dossier et par la suite les États-Unis sont un pays où le coût de la vie est cher, mais pas vous bridiez également pour des questions de compétition, de vous dire vous n'allez pas être sélectionné. Je pense que c'est vraiment une belle opportunité, donc ça vous intéresse, il faut y croire et se lancer et faut tout donner pour être sélectionné. Donc, comment ça va se passer de façon très simple au moment où on va vous demander de faire des vœux. Il faut donc mettre le vœu de la MICEFA. Je sais que moi, dans mon cas en tout cas, je devais également mettre d'autres vœux au cas où j'étais pas prise à la MICEFA, parce que ça peut arriver. Vous allez donc avoir un entretien de motivation avec soit le responsable de votre formation et ou le responsable des relations internationales de l'IAE. Je dis le ou là, ça change, c'est pas toujours les mêmes personnes, donc voilà. Vous allez devoir expliquer pourquoi la MICEFA, vous entraîner un peu, ils vont certainement vous poser des questions en anglais pour voir que tout va bien. Il faut aussi comprendre que c'est un programme qui est exigeant en termes académiques. Souvent, la sélection se fait à la fois en termes d'offres, c'est-à-dire s'il y a énormément d'étudiants cette année-là qui souhaitent partir avec la MICEFA, évidemment vous allez être en compétition, que les places ne sont pas illimitées. Et je crois que même indépendamment du nombre de concurrents que vous allez avoir, il y a une limite en termes de moyenne générale. Dans mes souvenirs, c'était 14 sur 20. Je suis pas sûre, je veux pas dire des bêtises, donc voilà, ça vous donne un ordre d'idée. Donc voilà, vous serez sélectionné pour ça. Si l'IAE vous choisit ou vous soutient dans cette démarche, vous serez recommandé à la MICEFA et il y aura un deuxième entretien après que vous ayez effectué un gros dossier. Donc là, il faut comprendre que vous allez devoir payer $300 pour faire un dossier MICEFA déjà, enfin pour que votre dossier soit étudié plutôt, sans évidemment la certitude que vous allez être pris. Donc c'est des premiers frais. Et donc là, il y a un gros dossier, encore une fois, à rendre dans des délais assez courts. Donc soyez vigilants. Soyez également vigilants à suivre vos spams parce que moi, il y a beaucoup des mails qui arrivaient dans les spams et que j'ai parfois presque raté des délais à cause de ça, donc soyez très vigilants. Donc il va falloir évidemment faire des lettres de motivation. Moi, dans mon cas, c'était une lettre de motivation par destination. Il y avait droit à 4 vœux, donc dans 4 universités différentes. En revanche, si mes souvenirs sont bons, il y a des vœux un peu particuliers qu'on appelle des consortiums d'universités où votre vœu, ça va être, je crois que c'est par exemple à New York, mais aussi à Los Angeles, enfin en Californie, où en fait votre vœu, ça va être University of California, mais il y a plein de campus et donc vous mettez un seul vœu, mais au sein du vœu, vous devez choisir un certain nombre de campus et donc à chaque fois, moi, il fallait que je fasse une lettre pour chaque campus. Donc ça peut faire facilement 7-8 lettres de motivation en anglais et il faut à chaque fois savoir expliquer dans votre lettre, mais également pendant l'entretien, pourquoi les États-Unis, mais surtout pourquoi cette ville-là en particulier, pourquoi cette université-là en particulier. Et il faut montrer que vous êtes intéressé, que vous avez fait des recherches et en particulier le point que je voulais aborder, c'est regardez bien les cours proposés par chaque université que vous allez à laquelle vous allez candidater. C'est très important parce que la MICEFA, c'est un programme qui met en lien des universités américaines et canadiennes avec des universités franciliennes, donc d'Île-de-France, mais des universités diverses et variées, que ce soit en France, que ce soit en Amérique du Nord. Donc toutes les destinations ne correspondent pas forcément à votre profil, donc ce ne sont pas forcément des universités qui vont proposer des cours de gestion, de business, de management. Donc faites bien attention, pouvoir justifier que vous avez regardé les cours qui correspondent à vos études et c'est aussi une manière de montrer
votre motivation, de dire bon bah voilà, peut-être même déjà, moi je sais que dans ma première lettre de motivation, il y avait déjà marqué je choisis de candidater pour cette université parce que j'ai vu qu'il y avait tel cours qui m'intéresse. Même si au final vous n'allez pas les prendre, dites-le au moins pour montrer que vous êtes intéressé, et vous devez pouvoir en justifier également pendant l'entretien. Ça permet aussi en faisant ça de pas vous tromper sur des vœux qui au final sont inatteignables, parce que moi je me rappelle l'université, par exemple c'était purement du droit ou purement des sciences, donc évidemment j'allais pas pouvoir candidater à ça, donc pas se cramer des vœux bêtement. Il va falloir que vous fournissiez des relevés de notes du bac et de votre licence, si vous êtes en master, donc toute votre licence, si vous êtes en L2, au moins votre L1, voire le premier semestre de votre L2. Traduit, ça veut dire que vous allez traduire tout les noms des matières, et ça veut aussi dire que vous allez convertir vos notes système français, donc sur 20, en notes système américain, donc ce qu'on appelle le GPA. En gros, moi c'était sur 4, donc vous divisez par 5 tout simplement. Mais donc voilà, et après il faut que ce soit signé et tamponné par le responsable de votre formation pour affirmer que ce sont vraiment vos notes. Dernier point d'attention là-dessus, il faut que vous passiez le TOEFL. Peu importe l'université d'accueil, il faut que vous passiez le TOEFL, et il faut que le TOEFL vous l'ayez au moment de faire le dossier MICEFA, donc très tôt. Moi je sais que j'ai eu 15 jours pour me préparer et le passer. Il faut que vous ayez au moins 80 sur 120, je crois, si je ne me trompe pas, que l'IELTS est également disponible, et il faut avoir au moins 6,5 sur 9, c'est ce que j'avais noté. C'est totalement faisable, encore une fois, croyez en vous. Sachez que le TOEFL n'est pas exactement comme le TOEIC. Je sais que dans le cadre en tout cas de ma licence et également dans le cadre de mon master à l'IAE, on m'a fait passer le TOEIC. Le TOEIC c'est un anglais professionnel, business un peu. Le TOEFL c'est beaucoup plus académique, et surtout on va vous demander de faire de la compréhension écrite, de la compréhension orale, mais de vous aussi vous exprimer à l'oral, vous allez devoir vous enregistrer, aussi de l'écriture, donc de la rédaction. Donc c'est beaucoup plus complet et beaucoup plus honnêtement complexe. Mais il faut y croire, préparez-vous suffisamment, surtout au format, parce que vous pouvez savoir parler anglais, si vous n'êtes pas entraîné au format du test, vous n'allez pas savoir gérer votre temps, etc. Donc vraiment, entraînez-vous et passez-le le plus tôt possible pour que ça marche, pour que vous ayez vos résultats au moment de soumettre votre dossier. Il va également, dans ce dossier, toujours pour la MICEFA, il va falloir que vous prouviez que vous avez les ressources financières suffisantes pour vivre aux États-Unis. Donc ça, c'est une demande classique des États-Unis. Ça marche beaucoup comme ça. Malheureusement, ça exclut évidemment certaines personnes qui n'ont pas les moyens, mais en gros ça fonctionne que vous devez aller voir votre banque et que votre banque atteste que vous avez un certain montant sur votre compte en banque. Sachez que si vous n'avez pas cette somme, vous pouvez demander à vos parents de mettre cette somme de façon temporaire sur le compte, et ça passe. On vous demandera pas d'où vient l'argent, etc. Tant que vous avez une attestation d'une banque, de votre banque, qui dit que vous avez tant sur tel compte, ça suffit. Moi, en l'occurrence, je crois que c'était 12 000 euros, même si c'était en dollars, entre 11 000 et 12 000 dollars. Mais puisqu'on est dans les chiffres, dans les termes, franchement, pour un semestre aux États-Unis, tout compris, je pense qu'il faut compter entre 10 000 et 15 000 euros dollars. C'est un peu, ça se vaut. Enfin, ça se vaut pas exactement, mais vous avez compris, pour prendre en charge tout. Donc voilà, on reviendra un peu après sur les coûts réels qu'il faut prévoir. Sachez que vous allez devoir fournir ce document, donc il faut aussi s'y prendre à l'avance si votre banque n'est pas très réactive. Voilà, il me semble que c'est à peu près tout concernant le dossier, mais encore une fois, le site est très bien fait, donc consultez-le, et l'IAE également vous accompagnera, ainsi que la MICEFA qui vous enverra des mails récapitulatifs. Ne vous inquiétez pas, il y a des trucs qu'il va falloir que vous compreniez par vous-même, parce que tout n'est pas non plus pré-mâché, mais vous êtes très bien accompagné, donc pas de souci avec ça, si vous êtes retenu, et je vous le souhaite. Il va également falloir obtenir un visa. Pas de panique là-dessus, de façon générale, c'est quasiment sûr que votre demande de visa va être acceptée parce que vous êtes sponsorisé par votre université d'accueil, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, mais il faut quand même faire les démarches. Encore une fois, payer le visa, je ne me souviens plus du prix, mais ça doit être encore quelques centaines d'euros. Ensuite, vous êtes convoqué à l'ambassade des États-Unis, donc qui se trouve à Paris, place de la Concorde, et vous avez un petit entretien qui portera globalement sur votre capacité financièrement à vous supporter pendant le séjour. Donc moi, en l'occurrence, on m'avait posé des questions sur ce que faisaient mes parents dans la vie, qui allait payer mon séjour, voilà, c'est des questions un peu personnelles, mais c'est les Américains. Vous allez également devoir faire, et ça c'est important, un contrat d'études. Un contrat d'études, c'est un document, le template vous est donné par l'IAE, un document qui reprend tous les cours que vous allez suivre, avec le nombre d'heures, avec le nombre de CTS, enfin de crédits américains
convertir en ECTS parce que le but c'est quand même que vous puissiez valider ce semestre comme un semestre que vous auriez fait en France. C'est un pré-contrat d'études parce qu'en fait vous en faites un avant de partir, que tout simplement tout le monde puisse valider que c'est bien des cours qui sont en rapport avec vos études et voilà, et être sûr que vous sachiez aussi où vous allez, mais il n'est pas définitif dans le sens où à chaque fois c'est pareil, une fois que vous arrivez sur place, on vous dit bon bah tel cours en fait il n'existe plus, tel cours en fait il n'y a plus de place dedans, donc en fait il va être revu une fois sur place et vous allez devoir le renvoyer en France, il va être re-signé. Donc voilà, le premier contrat d'études c'est plus pour que vous fassiez une ordre d'idée et après il y aura un deuxième vrai contrat d'études qui sera re-signé. Faire attention au nombre de crédits puisque il faut que vous en ayez suffisamment pour valider le nombre de CTS qui est nécessaire en France, en Europe. Et voilà, donc bien attention à la conversion crédit américain. Généralement c'est du simple au double, c'est-à-dire que vous allez devoir, enfin moi en tout cas, il fallait que j'ai 15 crédits américains pour en avoir 30 de CTS. Voilà. Moi, ce que je sais aussi, c'est que j'avais la possibilité de prendre un peu plus de crédits, de prendre un peu plus de cours. C'est-à-dire que, évidemment, vos frais de scolarité sont payés par la MICEFA, donc vous ne payez pas. Mais j'avais le droit entre 12 et 17 crédits américains. Donc il fallait que j'en prenne au moins 15 pour valider mon nombre, mais je pouvais en prendre des cours, par exemple des cours annexes moins importants qui avaient qu'un seul crédit américain. Et moi, par exemple, j'avais pris le yoga, donc j'avais plus que 15 crédits. Donc voilà, ça peut être intéressant si vous êtes quelqu'un qui a envie de profiter de faire un maximum de cours différents et peut-être des activités. Par exemple, parfois le sport compte comme un cours, donc ça peut être intéressant. Puis souvent, le système de notation en cours de sport n'est pas trop exigeant, donc ça peut être aussi une façon de remonter votre moyenne générale. Voilà. Donc dans le choix des matières, j'avais noté également que bien évidemment, il faut que vos matières aient un rapport global avec vos études, donc en l'occurrence avec la gestion, le business, le management, etc. Mais ne vous interdisez pas de choisir d'autres matières, de faire preuve d'ouverture, et dites-vous que c'est un peu une opportunité unique, ça se représente pas 1000 fois dans une vie d'avoir accès à des cours autres, à des pédagogies différentes. Moi par exemple j'ai fait en sorte d'avoir plus de la moitié de mes cours qui étaient des cours de business, donc j'avais pris business finance, business ethics et négociation, mais j'avais aussi pris conflict, un cours d'histoire sur la place des femmes à travers l'histoire, et donc le cours de yoga. J'ai un peu diversifié et sachez que c'est possible aussi et que ça passera tant que c'est pas dans l'abus de vraiment des trucs qui n'ont rien à voir. N'hésitez pas à vous aussi à faire des choses qui vous plaisent. Moi en l'occurrence c'était vraiment assez ouvert dans le choix, c'est-à-dire que aux États-Unis vraiment ils étaient ouverts dans la façon dont j'avais sélectionné mes cours. La seule chose c'est que la façon dont c'est prévu aux États-Unis, souvent vous allez devoir prouver, notamment dans les matières on va dire scientifiques, calculatoires, en l'occurrence en finance, vous allez devoir prouver que vous avez le niveau. Donc vous pouvez pas prendre par exemple, souvent vous pouvez pas prendre des matières de master si vous êtes en licence, ou alors il faut prouver que vous avez suivi des cours en amont plus au niveau introductory level. Vous pouvez prendre des cours un peu compliqués et parfois vous allez même devoir justifier de vos notes dans certaines matières pour pouvoir accéder à certains cours, parce qu'en fait la façon dont c'est fait c'est qu'il y a un peu une barrière à l'entrée du cours, mais une fois que vous êtes dedans c'est que vous avez le niveau et il y a très peu de chances que vous ratiez un cours, que vous ne le validiez pas parce qu'il y a eu cette sélection en amont. Là où en France j'ai l'impression que plus facile d'avoir accès à un cours, par contre pas sûr du tout qu'on va le valider. Eux ils s'arrangent on va dire pour pas avoir trop de rattrapage. Moi par exemple j'ai pas pu faire certains cours que je voulais faire, notamment en finance. Je voulais faire de la finance comportementale, bon bah j'ai pas pu parce que j'avais pas suffisamment fait de cours de finance en amont en France. Et en fait avec le recul c'est quand même vachement bien fait parce que rien que le cours de base de finance des États-Unis était largement déjà challengeant, donc ils ont bien fait eux de me brider entre guillemets et de me dire bon bah non, prends celui-là. Faites attention aussi, je sais que moi on m'a beaucoup dit avant d'avoir été accepté, ne contactez pas votre université cible. C'est-à-dire qu'il y a un moment de la procédure où il n'y a que la MICEFA qui peut contacter votre université cible à votre place. Il ne faut pas rentrer en contact avec eux et faites très attention parce que ça peut mettre en péril en fait votre affectation. Ne le faites pas tant qu'on vous a pas dit que vous pouvez le faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas un maximum à les poser plutôt à votre partenaire la MICEFA qui a beaucoup d'infos. Après si on vous dit que vous pouvez contacter directement, contactez directement, mais ne le faites pas de votre propre chef. Voilà. Petites infos pratiques, les semestres sont un peu décalés aux États-Unis, commencent plus tôt, donc souvent mi-août et se terminent mi-décembre. Donc ça peut être pas mal dans un sens que vous êtes sûr, par exemple si le deuxième semestre vous allez le faire en France, vous êtes sûr que vous n'allez pas rater le début du deuxième semestre parce que vous serez rentré mi-décembre, sauf si vous décidez de voyager. Enfin ça c'est bien. Donc pour revenir sur le coût, moi j'avais dit entre 10 000 et 15 000 euros. Je vais essayer de donner des ordres de grandeur pour les prix de la vie là-bas. Concernant d'abord le logement, je vais parler de Washington parce que moi c'est là où
où j'étais, je ne sais pas exactement comment ça se passe dans les autres. En tout cas, moi, j'ai eu la chance d'être sur le campus. Il y a un nombre de places limité, donc c'est un peu premier arrivé, premier servi. Et si vous avez l'opportunité d'être sur le campus, je le recommande 1000 fois. Parce que vous serez vraiment immergé dans la vie de campus. En fait, les universités américaines coûtent cher, mais c'est parce que c'est une expérience universitaire qui est très riche en termes d'à côté. Il n'y a pas que les cours, il y a énormément d'événements auxquels on a accès. Et habiter sur le campus, ça peut permettre d'être toujours sur place, d'être réactif s'il se passe quelque chose qu'on a envie d'aller voir. Ça veut dire que également vous allez certainement manger à la cantine. Et moi, dans mon cas, en fait, tous les étudiants internationaux étaient dans le même bâtiment, sur le même étage, donc c'était beaucoup plus simple pour se faire des amis, pour avoir une vie sociale, d'habiter tous ensemble. Alors que si vous prenez un appartement, vous serez un peu excentré, vous aurez les trajets, voilà. Et surtout, vous aurez aucune garantie sur le propriétaire, la qualité. Souvent, vous devrez signer votre bail à distance. Donc voilà, je recommande le campus. En revanche, c'est particulier le fonctionnement des campus américains. Vous serez très probablement dans la chambre de quelqu'un. Vous serez deux dans la même chambre. Donc c'est pas un appartement, une colocation, c'est vraiment 2 lits dans la même chambre. Chacun un placard, un bureau, une chaise de bureau et un lit. C'est tout. Donc c'est meublé, il n'y a pas de lampe. Il faut acheter un certain nombre de choses et surtout il y a quelqu'un dans votre chambre. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que dans mon université, il y avait un programme qui faisait qu'on répondait à un questionnaire avant d'être placé sur nos habitudes de vie, généralement l'heure à laquelle on se lève, à laquelle on se couche, souvent dans notre chambre ou pas, et aussi sur nos centres d'intérêt pour essayer de nous matcher avec quelqu'un qui correspond à la fois à nos habitudes de vie mais aussi à nos centres d'intérêt. Moi, pour le coup, j'ai été matchée avec une américaine, on s'est super bien entendu et la colocation s'est super bien passée. C'est pas toujours le cas. J'ai eu le cas de certaines personnes qui carrément ont mis fin à leur semestre tellement ça se passait mal avec leur coloc. Donc voilà. Donc ça veut dire sanitaire commun, cuisine commune. Dans mon cas, le loyer c'était $5000 pour 4 mois. Ça annonce déjà la couleur. Pour une chambre partagée, des sanitaires partagés, tout partagé. Mais j'avais regardé le prix des loyers, on va dire si j'étais en coloc par moi-même dans la ville et c'était globalement soit la même chose soit plus cher. Donc voilà. Généralement, par contre, si vous habitez sur le campus, vous allez être obligé de prendre ce qu'on appelle un meal plan, donc souscription à la cantine. Encore une fois, c'était un peu particulier. Le meal plan le moins cher pour les 4 mois, c'était $1800 et j'avais le droit à 4 jours, j'avais le droit de manger en illimité à la cantine, c'est-à-dire petit déjeuner, dîner et dans des quantités astronomiques. Mais donc voilà. Et les 3 autres jours de la semaine, je devais me débrouiller toute seule. J'ai eu la chance que ma coloc ait un frigo qu'elle avait ramené, donc je mettais des plats préparés, etc. Savoir aussi qu'il y a une cuisine commune, mais sans aucun ustensile au campus. Donc soit vous investissez dans toute une panoplie, soit vous faites des plats préparés. Donc le meal plan, ça fait déjà $1800 au moins. Parce que c'est-à-dire que de base, d'ailleurs, je crois qu'il m'avait mis dans un autre meal plan et c'est moi qui ai dû changer pour prendre le moins cher. Ensuite, il y a un autre imprévu, enfin, on peut même appeler ça une douille si je peux me permettre, mais il y a un autre truc, c'est l'assurance. Moi, au départ, je m'étais dit, mais l'assurance, j'en aurais pas besoin parce que je suis déjà assurée. En fait, moi, j'avais une assurance civile, je crois que ça s'appelle comme ça pour les étudiants. Donc, j'étais déjà assurée pour un certain nombre de points qui étaient demandés par l'université d'accueil. Donc, notamment l'assurance rapatriement, l'assurance au cas où vous avez un problème médical, l'assurance de tous les frais médicaux que vous pourriez avoir sur place. J'avais déjà cette assurance française, mais qui fonctionnait aux États-Unis. Et vous êtes normalement également assuré par votre carte bancaire. D'ailleurs, en parlant de carte bancaire, il faut prendre en compte également les frais d'une option internationale si vous voulez pouvoir payer sans le taux de change, etc. à chaque fois aux États-Unis. Donc moi, je m'étais dit pas besoin de prendre cette assurance et surtout sur le site, il y avait la possibilité de remplir un waiver, donc une déclaration de dire je suis déjà assurée, donc je ne veux pas de votre assurance qui coûte $900. Et en fait, j'ai dû négocier et ça n'a jamais marché parce qu'il leur manquait toujours quelque chose. Et même quand j'ai prouvé que j'étais assurée pour tout, il a quand même fallu que je prenne leur assurance parce que il fallait que l'assurance soit compliant with the... C'était quoi? En gros, il fallait qu'elle rentre dans le cadre de l'Obamacare américain. Et évidemment, l'assurance française ne rentre dans ce cadre. Donc il faut prendre une assurance américaine et le plus simple, c'est quand même de prendre celle de l'université. Donc ils s'arrangent toujours finalement, si vous êtes internationaux, pour que vous preniez la leur. Donc sachez que c'est $900 encore de plus. Voilà, il y a d'autres frais supplémentaires et obligatoires pour avoir un accès limité au shuttle. C'est bien et pas bien parce que vous allez être obligé de le payer. Donc c'est la fee pour le transport. Mais après, vous allez pouvoir aller où vous voulez. Moi, je parle encore de Washington, que c'est ce que je connais. En tout cas, j'étais obligée de payer la carte illimitée de transport, mais c'était bien pratique après. Dans cette fee, il y avait aussi les frais pour la bibliothèque. Mais donc, moi, j'avais par exemple une bibliothèque qui était ouverte 24 heures sur 24. Incroyable. Et également pour aller à la salle de sport. Donc, toujours dans cette même global fee que j'étais obligée de payer. Et j'avais un accès limité aux salles de sport du campus et aux autres équipements sportifs
Bon, évidemment, on s'y attend, mais vraiment, les équipements sportifs aux États-Unis, c'est quelque chose. Vous allez avoir très probablement, à part si vous êtes dans un campus en ville, donc notamment à New York, vous allez avoir très probablement une piscine de taille olympique, des terrains de tous les sports co, donc baseball, basketball, handball, tout ce que vous voulez, une piste de course, des terrains de tennis, de badminton, de tout ce que vous voulez. Donc vraiment, si vous aimez le sport, c'est vraiment une belle destination. Il faut mettre le prix, mais c'est vraiment une belle destination. Il y a évidemment des clubs, j'ai pas parlé de ça, mais l'un des gros points forts de la vie universitaire américaine, bon, bah, c'est le sport, mais c'est aussi les clubs. Il y a une multitude de clubs pour toutes les passions. Vous aimez les échecs, vous aimez... Enfin, c'est vraiment même vous faire découvrir des passions. Et au début du semestre, il y a une sorte de grande... Ils appellent ça une fair, donc une grande journée où en fait vous découvrez tous les clubs et vous pouvez vous inscrire et c'est incroyable. C'est aussi une très bonne façon de se faire des amis, accessoirement. Donc voilà, j'en étais sur les frais supplémentaires, mais moi j'avais payé, je crois, peut-être une centaine d'euros pour avoir la bibliothèque, la salle de sport et le métro, le bus, etc. illimité. Donc ça c'était bien. De façon générale, normalement, si tout va bien et que vous remplissez bien votre dossier, vous aurez le droit à une aide à la mobilité. Elle n'est pas due, mais dans la plupart des cas on y a droit. Normalement c'est sur critères sociaux, mais je crois qu'il y a aussi quelque chose de forfaitaire qui est le même pour tout le monde. Je crois que c'était un peu plus de 1000 euros, 1300, quelque chose comme ça pour les 4 mois. Une fois 1300, on s'entend pas chaque mois évidemment, de la part de l'UEC si je ne dis pas de bêtises. Et je crois qu'on avait eu un petit cadeau de Noël de l'IAE, je crois que c'était 200 euros de l'IAE en plus en aide à la mobilité. Donc voilà, ce n'est pas négligeable. Bon, sur 10 000 euros c'est sûr que ça paraît parfois dérisoire, mais c'est quand même une grande chance. Par contre, faut pas compter dessus, on va dire, pour par exemple payer les billets d'avion, etc. parce que c'est quelque chose qui va arriver assez tard dans votre semestre, parfois même une fois que vous êtes déjà revenu, parce que les délais, bon bah, sont incompressibles. Donc voilà, c'est quelque chose de possible. Après, il faut pas trop compter dessus non plus, parce que ça ne vient pas tout de suite. Maintenant, je vais dire des choses un peu en vrac que j'ai notées au niveau de l'intégration. Donc parce que ça peut être assez effrayant de partir dans un pays étranger, sur un autre continent, se dire je connais personne, comment je vais faire pour me faire des amis, etc. Sachez déjà que dans le cadre de la MICEFA, avant de partir, vous allez être invité à une soirée qu'on appelle un mixer, où vous allez rencontrer tous les étudiants franciliens, parce que c'est que des universités franciliennes qui vont aux États-Unis, voilà. Tous les étudiants franciliens qui vont être envoyés par la MICEFA cette année, en même temps que vous, au même semestre que vous. Vous allez tous pouvoir les rencontrer, échanger et découvrir ceux qui vont au même endroit pile que vous, donc la même université. C'est très probable. Moi, il y avait vraiment une dizaine d'autres personnes qui partaient en même temps que moi à Washington DC. Vous allez pouvoir échanger vos contacts. Je crois même que même si vous n'allez pas être à cette soirée, vous serez, on vous enverra les contacts des autres. Vous serez très certainement dans un groupe WhatsApp. Voilà, vous faire un premier support system pour être tous ensemble, vous passer les infos, peut-être prendre le même avion, voilà. Voire même faire des colocations. Si vous n'êtes pas sur le campus, ça peut être très pratique. Mais, je mets un mais, je vous conseille de faire partie de ce groupe-là sans aucun doute, mais de vous ouvrir. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes arrivé, ne vous recroquevillez pas sur vos français que vous connaissez. Faites l'effort d'apprendre à connaître d'autres internationaux, voire même des américains, dans vos cours, dans vos clubs, etc. Parce que c'est quand même dommage d'aller à l'autre bout du monde pour rester avec des Français. Donc faites-vous des amis français, il n'y a pas de souci, mais pas que. Je pense que ça peut être vraiment enrichissant de rencontrer des gens avec d'autres types d'éducation, avoir des discussions. Je pense que ça peut être vraiment super et vous pourriez le regretter si vous êtes resté avec des Français pendant tout le long. Donc quand je suis revenue en France, j'ai dû faire une sorte de petite feedback à l'IAE, puisque l'IAE s'assure que en fait de la qualité des partenaires qu'elle a. On nous demande des feedbacks et je relis un peu ce que j'avais dit. Donc concernant l'intégration, là aussi, il n'y a pas de souci à se faire. En tout cas, dans l'American University de Washington DC où j'étais, on était super bien intégrés, les internationaux. Il y avait toute une semaine d'intégration où en fait, on était pris en charge pour tout ce qui était, on nous a tout expliqué pour les assurances santé, pour les choses à faire et à pas faire pour conserver son visa. Il y avait aussi des sorties au musée, il y a eu un rallye photo pour apprendre à utiliser le métro, etc. Et puis se faire des amis, rencontrer des gens. On nous a fait faire le tour du campus, on a fait les premières courses ensemble, donc vraiment la première semaine on se sent vraiment accueillis et on est tous ensemble avec les internationaux, donc ça aide vraiment à se faire un bon groupe. Et comme je le disais, on habite tous ensemble, en tout cas sur le campus, donc ça aide aussi. Oui, la particularité des États-Unis, c'est que la majorité c'est 21 ans. En dessous de 21 ans, il est formellement interdit de consommer de l'alcool, en tout cas en public, dans un bar. Par extension, il est interdit souvent d'aller en boîte de nuit. Donc si vous êtes quelqu'un qui
adore sortir et boire, les États-Unis n'est peut-être pas une destination pour vous, sauf si vous avez plus de 21 ans. En tout cas, moi aussi également, mon campus était ce qu'on appelle un dry campus, donc il était absolument interdit de boire sur le campus, de fumer sur le campus. Il y avait un coin fumeur un peu toléré, mais vraiment sinon c'était interdit. Et ils étaient très fiers aussi de dire que c'était un no-gun campus, donc pas le droit aux armes, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des États américains où les armes sont autorisées. Enfin, le port d'armes en tout cas. Là, ce n'était pas le cas. Si vous aimez faire la fête plus, incluant l'alcool, ce n'est pas une destination pour vous. Et également, il y a une culture de la fête, notamment par les fraternités. Donc là, pour le coup, les restrictions dont je viens de vous parler ne s'appliquent pas, mais ça dépend de l'université où vous allez. Moi, j'étais une université assez citadine, donc il n'y avait pas énormément de fraternités. Il y en avait quand même, mais c'était sympa. Et d'ailleurs, je trouve que c'était vachement safe, parce que on parle beaucoup des fraternités comme parfois quelque chose d'effrayant. Moi, c'est pas du tout l'expérience que j'en ai eue, mais faites quand même attention si c'est ce que vous comptez faire. Que dire de plus? Oui, je voulais parler des professeurs et des cours, que quand même c'est à la base pour ça qu'on y va. Oui, les États-Unis sont une destination très chère et les universités paraissent hors de prix, mais il faut savoir que ça va avec un niveau de qualité de cours et de professeurs par lequel moi j'ai été personnellement impressionnée en termes d'investissement. Bon, il y a également toutes les infrastructures, etc. Mais vraiment les professeurs, moi j'ai eu des professeurs incroyables. Bon, il y en a forcément des qui vont vous plaire plus que d'autres, mais il y a un accompagnement. Tous les professeurs ont un bureau et ce qu'on appelle des office hours où vous pouvez aller voir le professeur, vous poser 1 heure, 2 heures avec lui, discuter du cours, de choses que vous n'avez pas compris. Vous pouvez demander à voir votre copie et passer 1 heure à refaire les exercices avec le professeur. C'est vraiment, ils sont là pour vous, ils ont le temps pour vous, très réactif par email, c'est vraiment incroyable. Et la qualité des cours, notamment moi je me rappelle mon cours de négociation. Par exemple, on faisait des négociations réelles à chaque cours. Donc voilà, je voulais parler aussi du système de notation. Au début, je dis mais ça note très gentiment. Donc c'est des donc je l'ai dit c'est sur 4, mais c'est aussi sur 100. Donc c'est un pourcentage. Et je me disais mais moi j'ai 80%, 90% comme ça. Alors qu'en licence j'avais 16 de moyenne, mais là j'ai carrément 18. Enfin voilà. Sachez que c'est pas que c'est plus simple aux États-Unis, c'est juste que les standards ne sont pas les mêmes. Donc nous, on est content avec un 14, très content avec un 16. Eux, faut comprendre que certes, ça va être plus simple d'avoir un 80%, mais dessous de 95%, c'est pas considéré comme une bonne note. Et après, dans les classements, parce qu'ils ont des sortes de honor society où vous ne pouvez accéder que si vous avez un GPA supérieur à 3,8 sur 4, ou voilà. En fait, c'est juste que c'est pas le même standard. Donc vous allez avoir l'impression d'avoir des notes incroyables, et c'est juste que eux, s'ils n'ont pas 95 sur 100, ils sont pas contents. Donc voilà, sachez-le. Donc au début, quand vous avez de très bonnes notes, ne relâchez pas la pression en vous disant oh bah en fait en travaillant pas beaucoup, j'ai des bonnes notes. Non. Et si vous voulez vraiment des bonnes notes, il va falloir travailler tout autant qu'en France. Voilà. Sur le mode de notation, j'ai envie de dire aussi que il y a beaucoup de travail à rendre, beaucoup de travail personnel à rendre. Là où le mode business school en France, c'est très beaucoup de travaux de groupe et après des partiels. Là, il y en avait un peu, mais c'était beaucoup plus universitaire dans le sens où c'était surtout ce qu'on appelle des papers à rendre, des essais, tout simplement des dissertations ou des papiers de recherche, vraiment purement de recherche que vous allez voir rendre. Parfois, il n'y a même pas de partiel et en fait, c'est juste à la fin du semestre, vous rendez un document qui fait 10, 15, 20 pages que vous avez rédigé vous-même. Ils sont très à cheval sur tout ce qui est plagiat, très attentifs à ça, et également sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ils ont des logiciels performants pour détecter et ils ne tolèrent pas, et je crois même que ça peut être un motif de deportation, donc de vous renvoyer chez vous si vous trichez à un examen où on vous a dit de ne pas utiliser ni l'IA ni le plagiat. Et quand je dis plagiat, c'est que c'est vrai qu'en France, moi en tout cas de mon expérience, les exigences en matière de citation de sources quand on est en licence d'éco-gestion, c'était pas très exigeant. Là-bas, c'est pas du tout la même chose. La façon de citer les sources, c'est très particulier, c'est formaté, donc APA ou MLA. Et surtout, vraiment, vous ne pouvez pas dire des choses, vous ne pouvez pas affirmer des choses dans votre devoir sans en donner la source directe, mais même au sein de votre texte. C'est pas seulement à la fin les sources, c'est au sein de votre texte. Quand vous mettez des citations, c'est entre parenthèses la personne qui l'a dit et la date, et ensuite en dessous le détail de l'ouvrage ou de l'article de recherche, etc. C'est beaucoup plus
beaucoup plus carrés, ils ont beaucoup plus d'attentes sur le format, parfois même plus que sur le fond. Donc faut être très attentif à ça, mais je trouve que c'est un très bon apprentissage. Après c'est vrai que si vous êtes dans des études plus de littérature ou d'histoire en France, j'imagine que ce sont les mêmes standards, mais c'est vrai que eux, même en business, ils ont des grosses attentes sur votre capacité à faire des véritables devoirs de recherche. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Si je dois tout résumer en une phrase, c'est le processus est fastidieux, ça coûte cher, mais ça vaut vraiment le coup. Ne vous bridez pas. Si vous avez envie d'aller étudier aux États-Unis ou au Canada, croyez en vous et postulez pour la MICEFA. Voilà, donc j'espère que je vous aurai donné déjà envie et j'espère aussi que j'aurai pu répondre à certaines interrogations que vous pourriez avoir sur le sujet. Vous pouvez aussi me contacter, je pense que vous me trouverez facilement sur LinkedIn. Vous avez plus de questions, Elisa Mio. Et voilà, c'est tout. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau live ou une nouvelle vidéo de la Web TV. À toutes!